Je passe donc la parole à Anne Gols sur une approche socio-historique des rapports entre la psychiatrie et, j'ai envie de dire, l'institution familiale. Merci, Monsieur le Président. Alors, famille et psychiatrie, c'est un sujet très vaste et on pourrait disserter des heures. J'ai eu tout d'un coup très peur quand j'ai vu ce que je m'étais mis sous le dos. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la famille, c'est une fausse évidence que penser que la famille est un donné naturel qui serait la même en tout lieu et en tout temps. L'anthropologie et l'histoire nous montrent bien qu'elle n'est en rien un donné naturel, une entité indépendante de la société dans laquelle elle est plongée. Il serait plus juste de dire que chaque époque et chaque culture façonne la famille. Et c'est vrai que de prendre du recul, vous allez voir la différence apparaître. Alors à l'époque de l'invention de la psychiatrie, début 19e, fin 18e, début 19e, on peut caractériser la famille, certains sociologues l'ont fait, anthropologues, en disant qu'on est dans la famille traditionnelle. On n'est plus du tout là-dedans maintenant. C'est une famille statutaire avec des places et des rôles codifiés. Elle est orientée vers la survie de ses membres et de son patrimoine. Même si elle existe, l'affectivité n'est pas le fondement de la famille qui se méfie des sentiments trop forts. Le devoir familial est de ne pas trop se haïr et une réciprocité forte dans les solidarités. On craint la passion ravage les familles et met en danger la survie. La cohésion repose sur des normes rigides, des comportements stables et prévisibles. Il n'y a pas de rupture possible entre époux. Ce modèle ne se soutient que de la soumission des femmes à leur époux et des enfants à leur père qui possèdent et la puissance maritale et la puissance paternelle. La puissance maritale disparaît en 1938. Jusque-là, les femmes sont des incapables majeurs. La puissance paternelle disparaît en 1970. Le droit de correction paternelle est encadré à partir de 1898 et il est supprimé en 1958. Le droit de correction paternelle, sous l'Ancien Régime, c'est très net, c'est le droit de faire enfermer son fils ou sa fille, soit à la Bastille quand on est noble, soit à l'hôpital général. Et ça va continuer tout le long du 19e, dans les bagnes d'enfants, par exemple, pour les enfants rebelles. L'individu libre de ses choix et de son destin n'existe pas encore vraiment. Ses comportements ne sont pas libres. Il obéit à des normes qui lui dictent ce qu'il doit faire. Mais il ne faut pas penser que ces normes sont subies par contrainte, elles sont intériorisées et perçues comme naturelles. C'est une évidence qu'il faut faire, comme on a toujours fait, et il faut obéir. On peut dire à cette époque que la famille est la cellule de base de la société, dans la mesure où l'État n'y pénètre pas. Le père de famille est responsable de ce qui s'y passe, il est le maillon qui relie les individus à la société. Pas d'existence en dehors du père de famille. Ce modèle va décliner à partir de la fin du 19e avec les progrès de l'individualisme. Et on pourrait ajouter aussi du salariat qui va permettre aux enfants de s'émanciper du pater familias. Alors maintenant, vous voyez bien qu'on n'en est plus là. On est en fait à partir du 19e et de la Révolution française, où on est face à un processus de transformation lent, mais efficace, qui va faire bouger les deux liens fondamentaux de la famille, qui sont le lien de conjugalité et le lien de filiation. Donc en premier lieu, le contrat de genre sur lequel reposait la conjugalité s'est radicalement transformé au fil du temps. L'ancien contrat de genre indissoluble, fondé sur l'infériorité des femmes et leur nature de mère, laisse place peu à peu à un nouveau contrat de genre fondé sur un modèle contractuel. Le moteur de cette transformation est la dynamique égalitaire qui voit les femmes obtenir progressivement des droits et devenir des individus à part entière. Fondée sur l'amour, l'union devient de plus en plus contractuelle et plus précaire, d'autant plus que l'espérance de vie augmente et avec elle, celle de la vie conjugale aussi. En toile de fond, la transformation générale de l'amour et de la sexualité qui accompagne cette dynamique égalitaire. En fait, il faut attendre, l'amour et la sexualité vont progressivement émerger. C'est très simple, quand on va se mettre à manger à sa faim, on pourrait dire. C'est logique. Ensuite, la filiation passe peu à peu d'un pacte statutaire et autoritaire fondé sur l'obéissance des enfants à un nouveau pacte fondé sur la personnalisation des liens parents-enfants, avec une inconditionnalité de ce lien, une responsabilité parentale forte, une redéfinition du rôle des parents. Là encore, en toile de fond,
une transformation de la place de l'enfant, devenu progressivement un individu à part entière. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut observer? On ne peut pas dire la famille, on n'a plus de modèle unitaire, on pourrait dire, quoique, on va voir. On est face à une pluralité des manières de faire couple, mariage, pax, union libre, couple cohabitant ou non cohabitant, etc. Pluralité des manières de se procurer un enfant, fabrication maison, procréation médicalement assistée, grossesse pour autrui, adoption, etc. On a une pluralité aussi des formes de famille, famille nucléaire, famille monoparentale, famille recomposée, homoparentale, voire famille d'accueil. Et cette pluralité ouvre à une combinatoire selon ces trois registres. Ces trois formes se combinent, ces trois axes. Dans cette variance, le mot famille peut perdre de sa claire lisibilité et ouvrir à des questions inédites. Ainsi, quand on parle de famille recomposée, de quoi parle-t-on? D'un foyer, d'une constellation familiale? Ou alors encore, qui est le parent? Celui qui a mis au monde l'enfant? Celui qui l'a reconnu? Celui qui l'élève? Difficile de dire. Donc ce qui autrefois avait été solidement noué par le mariage perd de sa force. La filiation voit ses composantes biologiques, généalogiques, domestiques se délier. Dans certaines situations, ce n'est pas forcément celui qui a mis au monde l'enfant qui le reconnaît ou qui l'élève. Alors, quand même, qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille? Pluralité, diversité, mais aussi, il y a un fondement, pour tous qui est le même, on pourrait dire, c'est que la famille a perdu sa fonction économique pour se recédrer sur l'idée de bonheur. L'État-providence qui soulage la famille de l'exercice d'une solidarité obligatoire libère l'individu de cette contrainte. L'union se fonde sur les sentiments amoureux. Le mariage est loin d'être une nécessité. Le couple se fonde maintenant sur l'amour et l'exercice de la sexualité qui s'abstrait de la fécondité. Des sociologues, j'aime bien, moi je le dis tout le temps, ils parlent de sexualité procréative et de sexualité récréative. Ça m'amuse toujours. Le couple s'abstrait de la différence des sexes avec le mariage homosexuel. Les enfants sont désirés. Il n'y aurait d'enfants maintenant que désirés. Expression vivante du couple, confirmation des sentiments que se portent les parents. C'est un modèle avec peu d'enfants, car demeure la volonté de maintenir une vie conjugale indépendante des enfants. Le lien à l'enfant est devenu inconditionnel. Il faut tout faire pour son bonheur. Mon enfant reste mon enfant, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il lui arrive, et je dois tout faire pour lui, pour qu'il soit heureux, qu'il s'épanouisse, qu'il fasse les études dont il a envie. Il me semble que le désir, d'ailleurs le désir d'enfant, est quelque chose d'extrêmement difficile et dangereux qui, à mon avis, met la culpabilité au centre de la parentalité. On se sent coupable, les parents sont indéfiniment coupables de ne pas en faire assez. Le prolongement des études ou les difficultés pour entrer dans le monde actif prolongent parfois longtemps, voire très longtemps, la dépendance des enfants, alors que paradoxalement, ils ont une autonomie plus précocement qu'avant. Oui, c'est très pratique de différencier autonomie d'indépendance, parce que du coup, on comprend mieux l'articulation dépendance avec la dépendance. L'autonomie, c'est la capacité de forger ses propres règles, de décider de ce qu'on va faire ou pas faire, bien sûr dans le respect de ce qu'on peut faire, bien sûr. Et l'indépendance, c'est le moyen d'assurer, on pourrait dire, cette autonomie. Donc c'est un salaire, c'est un logement, c'est un certain nombre de choses comme ça, principalement. Et donc vous avez toute une problématique intéressante parce que, par exemple, on peut montrer qu'autrefois, les enfants, dès 14 ans, travaillaient, ils étaient mis dans les fermes dès 12-14 ans, ils travaillaient comme apprentis, ils avaient une certaine indépendance, on pourrait dire, financière, mais ils étaient encore sous le joug parental. Ils ramenaient leur paye, et ils obéissaient, et ils attendaient la majorité, le service militaire en général qui était un rite de passage pour les garçons, et le mariage pour les filles pour s'en aller. Et si les parents avaient fait bien les choses, ils redonnaient une partie du pécule à ce moment-là, éventuellement. Donc maintenant, on comprend mieux, par exemple dans les maisons de retraite, alors maintenant on pourrait dire les jeunes sont dépendants financièrement beaucoup plus longtemps de leurs parents, alors qu'ils ont acquis une autonomie, on leur reconnaît une autonomie de plus en plus précoce. Le portable, le droit de fréquenter, la Convention de New York vient aussi dire des choses comme ça. Et l'autonomie, maintenant, on élève les enfants à l'autonomie. Dès 3 ans ou 2 ans, on leur demande ce qu'ils veulent pour manger, comment ils veulent s'habiller, chose impensable
dans un système autrefois où on leur disait ce qu'il y avait à faire, où on servait à table et ils devaient manger tout ce qu'il y avait dans leur assiette. Donc on peut jouer sur les deux. Donc on comprend bien aussi la problématique des EHPAD et la difficulté, c'est que quand quelqu'un devient dépendant, il ne peut plus, il perd son autonomie. Même s'il est capable de penser, de réfléchir et de décider pour lui, il ne peut pas. Il n'a plus le droit, il perd son autonomie. Alors, tout ça, ce que je vous dis, c'est que le modèle familial, finalement, est un modèle maintenant à haut risque de rupture, car si l'amour fait le couple, le désamour le défait. Il n'y a pas de résignation ou désenchantement, et la rupture est très douloureuse pour les parents comme pour les enfants, car elle est souvent perçue comme une blessure intime. Cette recherche du bonheur, but principal de la famille, revient à choisir l'incertitude et la fragilité. Le régulateur de ce système, c'est la recherche commune du bonheur, mais le problème, c'est qu'on n'en sait pas précisément ni la nature, ni les conditions d'accès. Et donc la désillusion peut être au programme, surtout que l'espérance de vie du couple est longue. Alors ces deux liens qui autrefois étaient solidement articulés dans le mariage se séparent et ont des mouvements contrastés. Alors que le lien de conjugalité est devenu plus précaire, le lien parent-enfant est devenu inconditionnel. Tout ceci est source de grandes tensions et d'affrontements, d'autant plus que s'il est devenu nécessaire à l'enfant, le lien à l'adulte, le lien à l'enfant se retrouve soumis aux aléas de la conjugalité. Et la séparation des parents est source de drame, car elle attaque ce lien fondé sur une affection forte. Oui, on est dans une société où 95% des femmes ont au moins un enfant, là où les femmes nées à peu près dans les années 1900, il y avait 18% de femmes qui n'avaient pas d'enfants. L'enfant est devenu incontournable pour le bonheur des adultes. Alors, certes, il y a une pluralité des formes, mais en fait, elles obéissent toutes à de nouvelles normes familiales. Alors, ce ne sont pas les mêmes qu'avant, mais elles exercent à leur insu la même force sur les individus. Ce que je vais vous dire va vous paraître, on pourrait dire, évident. Pourquoi ? Parce que c'est notre manière d'être au monde. Ainsi, du côté de la conjugalité, l'amour est devenu une norme, et des normes fortes encadrent la sexualité. Même si en apparence, il semble y avoir prolifération des formes de sexualité et diminution des interdits, en réalité, il existe dans ce registre des normes contraignantes. Il en va ainsi du rôle central de la sexualité dans la définition de couple, de l'exigence d'épanouissement sexuel, de la norme de réciprocité et de satisfaction mutuelle. Les normes formes pèsent également sur les parents et la parentalité, avec l'exigence d'être un bon parent. Les parents doivent subordonner leur action à la notion d'intérêt de l'enfant. Le travail parental est devenu un travail à plein temps fondé sur l'exigence d'amener l'enfant à être un individu autonome, contre l'ancien modèle de l'obéissance. On éduque les enfants à l'autonomie, on les éduque à l'obéissance. Le problème, c'est qu'il est très difficile d'éduquer à l'autonomie, c'est pas pour rien qu'il y a une crise, on pourrait dire une difficulté d'éduquer les enfants, que ce soit dans les familles ou à l'école, parce que autant on peut dire un enfant soit obéissant, il lui faut une baffe, éventuellement, ce dont se privaient pas les parents, autant c'est très difficile de dire soit autonome. Puisque être autonome, c'est se saisir soi-même de quelque chose. Être parent exige maintenant de dépasser le spontané pour aller vers une technique du lien à l'enfant, cet enfant forcément désiré, pensé et parlé avant d'être fait. La parentalité se définit comme les compétences des personnes mises en position de parents, plus ou moins indépendantes de la parenté. Indépendamment. Le parent est maintenant légitimé par sa capacité à occuper cette place près des enfants. De plus, l'enfant ayant acquis des droits libertés en plus des droits à protection, les normes sont devenues complexes, mouvantes, entre protection et respect de l'autonomie. On peut ajouter deux autres normes. En premier lieu, la scène familiale est devenue une scène démocratique entre individus, où chacun doit pouvoir exprimer son individualité et où l'autonomie de chacun doit être respectée, même celle des enfants, quel que soit leur âge et en fonction de leur âge. Ensuite, une nouvelle norme s'impose peu à peu, inscrite dans la loi de 2002, celle de la coparentalité. Vous connaissez cette norme. Le couple conjugal se défait, le couple parental demeure. L'enfant a droit d'avoir ses deux parents. Norme pour le moins exigeante, mais exercice difficile tant les identités peuvent être mises à mal dans les séparations. On la voit qui s'impose de plus en plus de manière plus ou moins librement consentie, car elle exerce un pouvoir de contrainte sur les individus. On peut dire maintenant que la famille n'est plus la cellule de base de la société, mais c'est l'individu indépendant et autonome. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'individualisme ?
C'est pas l'égoïsme, hein, il faut comprendre ça. C'est ce projet des sociétés démocratiques qui ont rompu avec la tradition et qui sont sur la fiction du contrat entre les hommes qui crée la société. L'individu indépendant et autonome, créateur de sa vie, devient une valeur. Ce projet est devenu une réalité, pourrait-on dire, c'est notre être au monde. Nous avons tous conscience d'être un individu à part entière. C'est un ressenti qui nous colle à la peau et fonde notre regard. Certes, nous y avons gagné une forme de liberté, une existence personnelle. Nos comportements sont de moins en moins prescrits. Chacun poursuit ses buts personnels et son épanouissement. Mais en même temps, chaque individu devient responsable de sa vie et de ses choix, adaptable, devant être capable de créer des liens librement voulus et consciemment consentis, mais aussi capable de supporter les ruptures, de se remettre en cause et de faire preuve de réflexivité. C'est plus qu'adaptable, je dirais, c'est adaptabilité, c'est plus l'adaptation. Autrefois, dans des sociétés qui bougeaient peu, on s'adaptait et après on bougeait plus. Maintenant, on doit être adaptable, puisque la société change plus vite que les individus. Autrefois, on commençait bébé, puis enfant de ses parents, puis adolescent, puis jeune adulte avec enfant, adulte mûr avec adolescent, etc. etc. Et on était dans un cycle de la vie, mais on pouvait prendre appui sur une société qui ne bougeait pas trop pour aider à ces changements. Maintenant, le problème, c'est que ces changements, la société changeant plus vite que nous, on n'a plus d'appui pour changer. On ne peut plus prendre appui. Donc, maintenant, les individus ont des trajectoires familiales, on pourrait dire, personnelles et familiales. Alors, c'est chez les adolescents, le début de la sexualité et de l'amour, etc. Les couples, le couple ou les couples. Maintenant, les jeunes, quand vous leur posez des questions, ils disent que la personne avec qui ils vivent, éventuellement, c'est pas celle avec qui ils finiront leur jour. Ils sont complètement intériorisés, ça. Donc, ils ont des trajectoires, des phases de couple, des phases de séparation, des phases avec enfants, des phases de rupture, d'où la famille monoparentale qui n'est pas un modèle, puisque en général, on va vers des recompositions, etc., etc. Et les trajectoires deviennent fluctuantes, puisque, à la limite, on peut même mettre que du côté de la sexualité, vous avez des itinéraires entre hétérosexualité et homosexualité. Les remaniements de la scène conjugale et familiale qui en découlent sont importants. Le couple devient une modalité de relation par définition incertaine, puisqu'il repose sur l'évolution de deux individualités. Il est devenu une invention jamais achevée, jamais complètement stabilisée. Et la famille est un vaste chantier, où s'inventent des alchimies complexes, des équilibres toujours à faire et à refaire, d'autant plus que certaines places ne sont absolument pas codifiées ou instituées. Je pense à la place de beau-père ou de belle-mère, par exemple. Il n'y a rien dans le code. Alors du côté de la psychiatrie, maintenant, j'ai fait un schéma comme ça me paraissait plus simple. Comment situer cette psychiatrie? Celle de l'invention de la psychiatrie. On pourrait dire que pour partie, elle porte la marque de l'effervescence des idées des Lumières. Le fou fait partie de l'humanité. Et pour partie, elle construit l'asile sur un modèle familial traditionnel. L'invention de la psychiatrie se fonde sur le postulat qu'il est possible d'agir sur le psychisme de l'individu aliéné, sur sa subjectivité, dans la mesure où il reste toujours une distance entre lui et sa folie. C'est la base du traitement moral individuel inventé par Pinel. Ce traitement moral individuel va se transformer très vite en traitement collectif, et c'est l'asile. L'asile devient donc le lieu de traitement. Il repose sur une idée forte, qui est la doctrine de l'isolement. Il faut séparer l'aliéné de la société, qui par son désordre est cause de la maladie, et il faut le plonger dans l'asile, qui est une bonne contre-société idéalement ordonnée, capable non seulement de contenir et d'assister, mais surtout de soigner et de guérir. Moi, je me rappelle quand j'étais stagiaire ou gamine, puisque j'ai connu l'asile du lycée Promethée, même j'ai fait un travail encore il y a 10 ans avec des étudiants, on est allé visiter le PSM de Caen, qui s'appelait encore centre hospitalier spécialisé à l'époque. On retrouvait tout à fait facilement les strates alizillaires. Les bureaux au milieu, les services de soins de chaque côté, hommes et femmes, alors bon, c'était mélangé. Il y avait encore, moi quand on me dit, moi je connais plus les strates asillaires, on pourrait dire, si on me dit CMP, je ne sais plus quoi, Lisieux, je ne sais pas ce que c'est trop. Si on me dit l'ancienne boulangerie, j'y vais tout droit. Pourquoi? Parce que c'était une société complètement fermée avec la cuisine, la boulangerie, la boucherie, la ferme, les services de lingerie,
cordonnerie, coiffeur. Un infirmier m'avait confié une fois que la grève de 72, la grande grève de 72, qui a beaucoup changé de choses au Bon Sauveur, avait démarré par la grève des garçons coiffeurs qui réclamaient des primes de soins. Voilà. Donc il y avait des coiffeurs. Il y avait des cordonniers, je me souviens bien, il y avait des menuisiers, etc. C'était une société. Il y avait la salle des fêtes. Pas d'asile, pas d'hôpital psychiatrique des années 50-60 sans la salle des fêtes. Moi, j'ai déjà été invitée à parler dans d'autres hôpitaux psychiatriques. J'avais aucun mal à me repérer. Vous allez à Sainte-Anne, vous allez dans d'autres asiles, c'était très net. Alors, l'asile, qu'est-ce que c'est que finalement cet asile? Ça va couper donc les liens de la personne dite aliénée et va substituer à ces liens des liens qu'on va appeler totaux sur le modèle de l'institution totale décrite par Goffman. On va substituer des liens en interne à tous les liens externes. Et ce modèle va se construire autour de la figure du médecin directeur, qui est une figure paternelle toute puissante, auquel l'aliéné doit obéir comme l'enfant à son père. Alors, quel équilibre, qu'est-ce qu'on peut dire du rapport psychiatrie-famille de cette époque-là? On pourrait parler d'un équilibre des pouvoirs, peut-être, puisque la loi de 1938 va consacrer le pouvoir des familles qui tient à distance le pouvoir aliéniste qui n'a pas pu obtenir de se saisir lui-même des situations. Les familles gardent le pouvoir de garder les aliénés chez eux. Les familles peuvent garder chez elles les aliénés pour autant qu'ils ne sont pas facteurs de désordre. Par contre, elle peut signer un placement volontaire si elle le souhaite, mais elle peut aussi faire sortir à leur gré ceux qu'elles ont internés. C'est elle qui décide. Elle garde un pouvoir, et on comprend, puisque c'est le pouvoir du chef de famille, on pourrait dire, ou de l'équivalent, puisque les individus n'ont pas encore une existence complètement autonome en dehors d'eux. Malgré le fait qu'elle veut prodiguer des soins à qui en a besoin, la psychiatrie ne peut pas dépasser le fait que la famille est encore toute puissante. L'État ne veut pas s'immiscer dans l'intimité des familles. On pourrait dire que la psychiatrie publique occupe une fonction de régulation des familles ou de relégation de ceux dont les familles ne peuvent ou ne veulent pas s'encadrer. Esquirol est très étonné très vite de s'apercevoir, alors qu'il pense guérir, que finalement beaucoup de personnes âgées sont oubliées. Alors, cette forme-là va se déconstruire lentement après-guerre. Elle ne va pas bouger. Alors que la famille va se transformer au nom de l'amour et de la sexualité progressivement. Rien ne se passe donc jusqu'à l'après-guerre, où s'invente la sectorisation, qui est ce mouvement de sortie de l'asile qui tenait enfermés malades et soignants. Il y a une remise en cause de la doctrine de l'isolement, puisque l'idée princeps des psychiatres qui veulent remettre en cause l'asile, c'est que le milieu naturel du malade, c'est la société, c'est pas l'asile. Et que le but des soins est de réadapter à la société, voire de séparer le moins possible l'aliéné, ou le malade mental, on dit à cette époque, de ce milieu naturel. Il y a donc un changement, mais la forme asilaire va être extrêmement longue à défaire, très longue. Elle va garder une prégnance très forte pendant longtemps et elle va se brouiller peu à peu. Les liens totaux, donc ces liens internes, vont se délier tant bien que mal pour s'ouvrir progressivement à d'autres modalités de prise en charge en milieu extérieur. Il y a, on peut dire aussi, une reconnaissance de l'individu avec les services libres, car il peut demander lui-même à être hospitalisé et à sortir contre avis médical. L'individu émerge, on pourrait dire là, comme autonome par rapport à sa famille. C'est d'ailleurs, ça va devenir assez rapidement l'hospitalisation majoritaire. Tout ceci oblige la psychiatrie publique à revoir ses fondements sémiologiques et ses manières de travailler. Et ça la confronte à ce milieu social dont elle ignore beaucoup, si ce n'est tout. Elle se trouve donc confrontée à ce qu'elle avait refoulé pour se construire sur le modèle de l'utopie, et notamment la complexité des liens familiaux. Et cette obligation, enfin ce travail à l'extérieur va amener, il me semble, la psychiatrie à porter son attention aux liens entre les individus. Et c'est là que je dis que va s'inventer, à côté de la maladie mentale, un deuxième objet, c'est le lien social, ou les liens entre les individus.
Qu'est-ce qu'il en est de la psychiatrie aujourd'hui? Alors, il y a une extension considérable sous la forme des savoirs, notamment psychologiques, mais aussi des pratiques. Et là, je n'ai pas le temps de détailler parce que j'en aurai pour des heures. La psychiatrie va se trouver écartelée entre la neurologie et la psychologie, les traitements chimiothérapiques, psychothérapiques, sociothérapiques, etc. Il y a une invention, il y a une multiplicité. Et la psychologie pénètre partout. Vous avez une multiplication des savoirs régionaux à partir d'une psychiatrie générale. Vous avez donc par exemple des cibles spécifiques avec les stress post-traumatiques, les deuils, donc les événements de vie. Vous avez aussi la gestion des manques et des excès des individus, par exemple la dictologie. Vous avez la sexologie, etc. Ça suit donc la complexité, vous voyez, de la vie des individus. Alors, cette forme est éclatée et brouillée, sauf à penser que son objet disciplinaire a changé. Vous avez, donc, l'objet disciplinaire maintenant, c'est plus la maladie mentale, elle va cibler la souffrance psychique, les troubles mentaux, tout ce qui atteint la santé mentale, tout ce qui peut mettre à mal le capital santé des individus. Vous avez, donc, quand on suit les chiffres donnés par le ministère, vous avez une augmentation absolument très importante de la file active, une augmentation des demandes dans leur forme et dans leur nombre. Mais vous avez aussi un éclatement des formes de réponse à ces demandes. Donc, il me semble aussi là, pour reprendre un petit peu ce que j'ai déjà dit, comme la psychiatrie n'est pas un self-starter, c'est pas elle qui décide de qui vient la voir, elle va suivre les préoccupations de la société. Et dans une société des individus, comme la nôtre, la question du lien à l'autre prend une importance décisive. Alors, il y a aussi une confrontation à la scène familiale, par exemple, notamment à travers la notion de crise. Alors, que dire de la question, donc, famille, individu, psychiatrie? Pour le moins que c'est complexe et que la tension est paradoxale, et je vais vous énumérer assez rapidement, je pense, un certain nombre de points. Donc, du côté de la psychiatrie, on peut dire qu'elle s'est ouverte au monde et à la complexité. Puis elle est devenue pragmatique, on pourrait dire. L'individu, premier postulat, on pourrait dire l'individu souffrant et l'individu en lien avec d'autres. Mais en même temps, on pourrait dire l'individu ayant acquis des droits, et notamment dans la médecine, l'individu peut s'opposer à ce qu'on rencontre sa famille, par exemple. Alors, deuxième point, la psychiatrie a accompagné la montée des exigences qui pèsent sur cet individu, désormais responsable de sa santé et de sa maladie. Donc, les exigences, elle doit faire face aussi à sa souffrance, à l'individu, face aux normes de plus en plus fortes qui pèsent sur lui, que ce soit à son insu ou qu'il ne les supporte plus. Elle l'accompagne aussi dans sa trajectoire de vie, faite de rencontres et de ruptures, et de confrontations douloureuses à son idéal du bonheur. Elle l'accompagne aussi dans, vous savez, les exigences de réussir sa vie, son couple, ses enfants, se sentir heureux, etc. Dans cet accompagnement, elle se confronte aux liens que l'individu entretient avec son monde, que ce soit dans les dires de celui-ci ou la réalité physique des personnes. Et ce monde, il a beaucoup changé. Qui est-ce qu'on voit? Qui c'est sa famille? Question, qui est la famille? Quelle est la famille qu'il se reconnaît affectivement? Est-ce que ce sont les liens reconnus par l'état civil ou est-ce que c'est autre chose? Alors la psychiatrie aussi me semble être devenue un foyer de normes concernant la famille à travers les notions de parentalité, de famille dysfonctionnelle, etc. Et ça me paraît très important. Maintenant, avec le déclin de la religion, le foyer normatif n'est plus du côté de la religion, mais du côté des savoirs, et notamment des savoirs psychologiques. Alors elle a investi les liens familiaux, elle s'intéresse à la famille comme nœud de relation. Ce qui la mobilise est la famille dite dysfonctionnelle, comme ensemble pathologique qui s'oppose à la construction de l'individualité, ou freine la circulation de ses membres dans l'espace social. Le modèle le plus évident est la thérapie familiale, mais celle-ci n'en est qu'une des modalités possibles, théorisée en tant que telle. Donc elle se propose éventuellement d'apprendre à une famille à négocier ses interactions, à assurer un juste équilibre entre individuation et attachement. Par ailleurs, face au débordement de la file active, dans la psychiatrie publique notamment,
Et face aux exigences budgétaires et au déclin du nombre de lits, elle renvoie aux familles de plus en plus la question de la solidarité, de la prise en charge des besoins objectifs des personnes atteintes de troubles mentaux, pour ne garder que éventuellement le traitement, la souffrance psychique. Autre point, face à la souffrance des familles qui n'en peuvent plus, une des propositions maintenant, c'est de former ces aidants naturels. La famille est transformée en aidant naturel, de qui on peut se poser la question, via l'éducation thérapeutique. On se propose donc de les professionnaliser. Du côté de la famille, que peut-on dire? La famille est traversée par les normes issues du champ psy et lui fait de plus en plus appel pour l'aider à réguler la scène familiale. Cette famille est de plus en plus traversée de part en part par les institutions, notamment via l'enfance. Elle laisse entrer des professionnels. Elle n'est plus en position de résister à certains pouvoirs, elle est devenue poreuse. Pour certaines familles, les troubles mentaux peuvent représenter un fardeau considérable et une souffrance relationnelle importante pour des gens qui ne peuvent avoir, et pour cause, aucune distance thérapeutique. Il est vrai que, vu l'indéfectibilité du lien de filiation, mon enfant est mon enfant, il reste mon enfant et je dois l'aider toute sa vie, avec en plus une exacerbation de l'affectivité, puisque la famille concentre l'affectivité, il devient extrêmement difficile pour les familles de faire face à ça. Les liens de filiation peuvent être lourds. Autre point, du côté de la famille ou des familles, le fait que le patient soit un individu à part entière rend difficile pour elle l'appel au secours. Et on s'entend souvent dire, quand on est une famille, il ne veut rien, on ne peut pas intervenir. De plus, l'hospitalisation à la demande d'un tiers peut être difficile avec le déclin de la culture de l'autorité dans la société des individus. La psychiatrie ne peut plus remplir de fonctions de régulation de la scène familiale par l'hospitalisation. Donc elle propose d'aider les familles dans l'autorégulation via la thérapie familiale, la médiation ou la formation. Le dialogue est difficile et l'équilibre toujours à faire et à refaire. D'une totalité close qui gère des individus isolés dans l'asile, la psychiatrie se trouve amenée à prendre en compte des individus non isolés et donc des liens. Dans un double lien en famille. D'un côté, elle lui renvoie la prise en charge quotidienne, de l'autre, elle fouille sa subjectivité. Du côté de la famille, devenue plus relationnelle et plus fragile, l'affectivité devenue centrale rend difficile la prise en charge au quotidien de celui qui met à mal la structure familiale. Et ce que je pourrais dire pour conclure, c'est qu'au fur et à mesure de l'émergence de l'individu, la famille a perdu sa légitimité institutionnelle pour sa vérité relationnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.